Bonjour et bienvenue à tous. L'arnaque de nos jours, elle est partout. Dans nos boîtes mail, dans les petites annonces et parfois même dans notre entourage. Mais elles sont plus souvent l'œuvre d'amateurs. Rien à voir avec les vrais fraudeurs anarchanés, ceux dont on se souvient encore des siècles plus tard. Un seul mot d'ordre. Plus c'est gros, plus ça passe. De l'homme qui a vendu la Tour Eiffel à l'homme qui s'est fait passer par un ministre, David Fedetop vous présente aujourd'hui les artistes de l'arnaque les plus stratégiques et délirants de tous les temps. Allons-y. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Une Chinoise gagne près de 270 millions de francs CFA grâce à des annulations de vol. Une Chinoise de 45 ans, originaire de la ville de Nanki, a récemment été arrêtée pour avoir créé un système lucratif de fraude à l'assurance. Utilisant jusqu'à 20 identités différentes, elle a souscrit près de 900 polices d'assurance sur des vols dont elle prédisait le retard. Son stratagème lui a permis de recevoir des compensations à près de 970 millions de francs CFA entre 2015 et 2019. Et identifiée simplement comme Madame Lee, elle a profité de son expérience professionnelle dans le secteur du tourisme pour sélectionner les vols qu'elle pensait être en retard voire annulés. Elle introduisait alors des demandes d'indemnisation. Avant d'effectuer ses réservations, elle analysait les conditions météo des événements divers pouvant amener à un retard de vol et consultait les avis des autres passagers. D'après The Paper, la fraudeuse était consciente et ce qu'elle faisait était illégal et cherchait par tous les moyens de couvrir ses traces. Elle a utilisé les identités de plusieurs de ses amis et des membres de sa famille en souscrivant à des polices de retard de vol. Elle avait pour habitude de demander le remboursement de son billet, même lorsque les vols n'étaient pas en retard ou annulés, ce qui a pu mettre la puce à l'oreille des autorités. Son arrestation a été annoncée par la police le vendredi 12 juin. L'affaire aurait pu notamment permis à plusieurs compagnies d'assurance de modifier leur politique de remboursement afin qu'une telle fraude ne soit plus possible. Le trophée de la Coupe du Monde de football est un trophée en or récompensant les vainqueurs de la Coupe du Monde de football. Depuis la création du tournoi planétaire en 1930, deux trophées ont été remis. La Coupe Jules Rimet de 1930 à 1960 conservée par le Brésil après ses 3 premières victoires dans la compétition et la Coupe du Monde de la FIFA remise en jeu à chaque édition depuis 1974. 20 mars 1966, soit 4 mois avant le coup d'envoi au stade Wembley de Londres de la 8e Coupe du Monde de l'histoire. Ce jour-là, le trophée Jules Rimet qui a récompensé de 1930 à 1970 le vainqueur du mondial du foot, a été volé lors d'une exposition publique au Westminster Central Hall de Londres. En Angleterre, l'incident ne passe pas inaperçu. La police londonienne est rapidement pointée du doigt. Cible de raillerie, la fédération anglaise de foot voit elle aussi son image écornée. Perdre la Coupe du Monde de football au pays du football, l'histoire paraît insensée. Fort heureusement, une semaine après le vol, le trophée finit par être retrouvé dans un sac de papier de craft posé dans un fourré à Londres. C'est un chien appelé Pic et propriété de Dave Corbell, un ouvrier de chantier naval. Le chien reçoit 5000 livres de récompense, obtient le droit d'assister à la répétition officielle des joueurs sans son maître et décrochera un rôle dans une comédie d'espionnage. Pour des raisons de sécurité, la Fédération anglaise de football crée secrètement une réplique du trophée qui est utilisée lors de diverses célébrations jusqu'en 1970. La réplique est vendue aux enchères pour 254 000 livres sterling à la FIFA. Le couple et le SDF. Une histoire a fait chialer dans les chaumières. Un couple d'Américains était tombé en panne d'essence et avait bénéficié en pleine nuit de l'aide d'un SDF. Ils avaient dès lors décidé de monter une campagne de récolte de fonds sur internet pour venir en aide à leurs bons samaritains et avaient réussi à réunir 400 000 $. Le couple donne des nouvelles régulièrement. Ils ont trouvé un appartement au SDF, lequel est en bonne voie pour trouver un job. Jusqu'à ce que le SDF en question attaque le couple en justice parce qu'ils avaient gardé l'intégralité du Margot. En réalité, toute l'histoire était bidon. Le couple et l'homme s'étaient mis d'accord pour raconter cette histoire conçue de fil blanc afin de récolter un max de thunes. Ils se sont fait rattraper par la justice parce qu'ils ont été incapables de se mettre d'accord sur la répartition de leur butin. Arnaque au faux Jean-Yves Le Drian. Au procès, Gilbert Chicli continue à nier. Le franco-italien est accusé d'avoir été la tête pensante d'un groupe de malfaiteurs qui aurait amassé 50 millions d'euros. Il est jugé devant le tribunal correctionnel de Paris. Gilbert Chicli est un petit malin. Pendant plusieurs années, il s'est fait passer au téléphone pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et a contacté des personnalités fortunées en faisant appel à leur patriotisme pour le paiement des rançons d'otages supposément retenus dans le monde arabe. Il a ainsi réussi à avoir un prince, une riche propriétaire du Bordelais et une fondation suisse et a réussi à leur soutirer 50 millions d'euros. Mais au total, il a contacté plus de 150 personnalités. Gilbert Chicli nie toujours en bloc. Et le 3e jour de l'audience du procès de l'arnaque au faux Jean-Yves Le Drian ne l'a pas fait changer de refrain. Le surnommé roi de l'arnaque rejette toute accusation à l'affaire.
Victor Lustig et son idée de vendre la Tour Eiffel. À Paris dans les années 1920, l'entretien de la construction emblématique de Paris pose un problème à l'État. Son lourd financement pousse les journaux à se demander s'il ne faudrait pas la céder. Ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de Victor Lustig. Le jeune homme se met en tête de vendre la Tour Eiffel en échafaudant un plan reflétant la hauteur de ses ambitions. Se faisant passer pour un haut fonctionnaire de poste, télégraphe et téléphone, il lance un faux appel d'offres destiné aux ferrailleurs de la capitale. André Poisson répond présent et finit par dépenser une somme astronomique en guise d'avance pour devenir le futur acheteur. Peu de temps après, Victor Lustig quitte Paris sans être inquiété puisque Poisson est trop honteux pour le dénoncer. En 1924, l'arnaqueur se lance dans la fabrique de machines de faux billets et se tourne vers le célèbre Al Capone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.